Euh, je présente maintenant Jacques Cool qui va vous parler un petit peu de la première conférence de ce matin, puis évidemment, bonne conférence. Bonjour. Maude Lamoureux est conseillère pédagogique RÉCI. Ça, c'est un acronyme qui veut dire Réseau, Éducation, Collaboration, Innovation, Technologie. Pour la FEIEP, c'est-à-dire la Fédération des établissements d'enseignement privé du Québec. Native et résidente des superbes Laurentides au Québec, et en passant avec 15 demi-marathons sous la cravate, m'a-t-elle confié ce matin au petit déjeuner. Oui. Maude, tout à fait. Non. Maude a enseigné pendant plus de 15 ans au tout petit du primaire. Pour elle, être technopédagogue et travailler pour une intégration judicieuse, un de mes mots préférés, et avertie du numérique en classe, et ce tout au long du parcours scolaire des élèves, voilà qui résume bien son mandat. Quand il est question d'éducation et de technopédagogie, son adage, c'est pas compliqué, que l'élève et l'intention pédagogique soient au cœur de nos actions. Mesdames et messieurs, Maude Lamoureux. Léon. Si on est ici, c'est qu'on arrive de quelque part. Si on est ici aujourd'hui à Claire, c'est qu'on arrive de quelque part. Mais j'ai une confession à vous faire. Je n'ai jamais voulu être enseignante. Et pour une simple raison, les habits à porter et les chaussures étaient beaucoup trop grandes à porter. Ce que vous ne savez pas, c'est que je viens d'une famille d'enseignantes. Mon père était enseignant, mon oncle était enseignant, ma tante était enseignante. Et tout ce beau monde-là enseignait à un seul endroit, la polyvalente de Saint-Jérôme. L'école où je devais aller, l'école par laquelle toutes mes cousines étaient passées, et dans cette école-là, ça aurait été impossible pour moi d'être Maude Lamoureux. J'aurais toujours été la fille de Jean-Luc. Alors, vous vous imaginez bien que devenir enseignante, c'était même pas une option. Mon père nous a pris, ma sœur Ève et moi, nous a mis dans l'autobus et nous a inscrits dans une école qui n'existait même pas encore. Tout ça pour s'assurer qu'on puisse avoir notre propre identité, notre propre existence. Ce que mon père n'avait pas prévu, par exemple, c'était qu'il était pour y avoir des transferts. Fait que ma sœur et moi, on fréquentait l'école privée, on avait nos jupes longues et chaque soir, on faisait le transfert à Polyvalente de Saint-Jérôme. On rentrait dans l'autobus avec nos kits. On était les deux seuls, mais au moins on était anonymes. Et quand les élèves de la Poly rentraient, chaque jour, on entendait parler de mon père. « Hey, aujourd'hui, là, j'ai eu un cours avec Lamoureux. Il nous a fait rocher sur le roman de La vie devant soi. » Nul besoin de vous dire que j'ai jamais été capable de lire ce roman-là sans me demander ce que mon père exigeait de ses élèves. C'était absolument impossible pour moi. J'ai gradué du secondaire, 95. Puis quelques années plus tard, je me suis retrouvée au cégep. J'ai fait du déni pendant 2 ans. 2 ans à me faire poser la question, mais qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Puis ce que vous devez savoir, c'est que dans mon album de finissant de secondaire 5, je voulais tellement pas dire que je risquais de m'en aller en enseignement que j'avais écrit médecin. Ceux qui me connaissent savent que c'était totalement du bluff. Mes enfants perdent une dent. Mes élèves de première année s'approchaient de moi, ça saignait un peu, puis j'avais une faiblesse dans le genou. Bref, j'étais dans le déni total. Mais force a été de constater qu'au bout des 2 années, les habits, j'étais pour devoir y survivre.
Je me revois dans la bibliothèque du cégep avec toutes les demandes d'admission à l'université, puis je prends mon courage à deux mains. Je ne fais pas encore mon coming out, mais j'écris enseignement sur mes demandes. Je les envoie. Puis quand je me promène dans Saint-Jérôme puis qu'on me pose la question, « Puis Maude, dans quoi est-ce que tu t'es inscrite à l'université? » Je répondais n'importe quoi. Marketing, psychologie, droit. Je disais n'importe quoi pour ne pas avoir droit au cégep à la seule réponse que j'aurais eue. On te l'avait bien dit que tu finirais comme ton père. Parce que ce que vous devez savoir, c'est qu'au cégep et au secondaire, je m'en tirais pas. Mon père avait enseigné en français aux profs que je rencontrais. Fait que je m'assoyais dans mes cours et on me disait « Maude Lamoureux, pas fille à Jean-Luc, toi! » Seigneur! J'aurais voulu m'expatrier en 1998, aller faire mes études d'enseignement super loin. Mais la beauté de la chose, c'est qu'il y a 10 ans, Audrey nous en a parlé hier, les réseaux sociaux n'existaient pas. Fait que c'est assez simple. Partir de Saint-Hippolyte, rouler 40 minutes en direction sud sur l'autoroute 15 puis me rendre à Montréal, ça a fait la job. Je n'étais plus la fille de Jean-Luc Lamoureux. J'ai passé les 4 années suivantes à arpenter le boulevard Édouard-Montpetit avec ma sœur qui est venue me rejoindre l'année d'ensuite. Et puis, j'ai passé aussi 4 années à ne jamais parler de pédagogie avec mon père. Mon père était rendu conseiller pédagogique. Je rentrais à la maison puis il me posait la question suivante. « Puis tes cours? » Je répondais pas. « Puis as-tu besoin d'aide? » Je répondais pas. Aujourd'hui, je réalise que j'avais simplement un grand vertige. J'étais la fille de l'amoureux, j'étais la fille d'une lignée de pédagogues. Je n'étais pas capable d'en parler avec lui. C'était mon père, c'était pas mon prof. Il ne pouvait pas me donner de la rétroaction sur ce que j'étais en train de faire. Au bout des 4 années, c'est là qu'est venu le moment. Ça faisait 4 ans que j'étais dans le déni. 4 ans que je vivais avec l'héritage familial. Ça a été le temps, let it be, de me transformer puis de mettre mes propres habits. Le développement professionnel, l'insertion professionnelle, on n'en parle pas beaucoup. Je nous revois à l'université, ma gang puis moi, on est assises dans la cafétéria puis on essaie de se demander, mais comment est-ce qu'on va rentrer là-dedans? On essayait symboliquement de trouver notre chaussure, d'entrer dans le labyrinthe des commissions scolaires sans se perdre, puis d'être capable de se débrouiller. Rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait une porte d'entrée. Puis cette porte d'entrée-là, on l'a vue à clair. Ce n'est pas la direction qui nous accueille. Quand on rentre dans une école, c'est la communauté, c'est le personnel de soutien. On en parlait justement avec France quand on s'en venait dernièrement. C'est que c'est toute une école, c'est tout le personnel qui fait l'âme de ça et on doit respecter les gens que l'on rencontre. Si ça prend une communauté pour élever un élève en Afrique, un enfant en Afrique, bien c'est sûr et certain que pour faire rouler une école, puis c'est ce qu'on a vécu ici depuis 2 jours, ça prend une tonne de gens. Il y a une communauté qui est derrière ça. Je suis rentrée dans l'école. Je n'avais aucune idée de quelle était pour être mon identité professionnelle. Mais je commençais à réaliser que, hey boy, je pensais avoir laissé les études derrière moi, mais là, c'était la vraie vie qui commençait. Je ne me doutais pas que, presque 20 ans plus tard, aujourd'hui, ici sur la scène, je serais encore en train de me demander qui j'étais pour être, que mon identité professionnelle, elle n'était pas terminée. Mais ce que j'ai constaté quand je suis rentrée dans l'école, c'est qu'il n'y avait pas de plan d'accueil pour les jeunes enseignants. Oh, on m'a expliqué la poutine, on m'a expliqué la technique. À l'époque, on m'a donné la première chose importante, le code de la photocopie. Et puis, je me rappelle de me dire, mais je vais faire quoi avec ce code-là? Je ne sais même pas où mon local, puis je n'ai même pas d'élèves. Mais j'avais les clés de la photocopie. Ensuite,
j'ai dû prendre un moment. Je me rappelle de mon premier dîner dans ma première école avec personne pour m'accompagner. Je me rappelle de m'asseoir à la table puis de regarder les profs autour de moi. Je n'avais aucune idée à quoi je voulais ressembler. Mais c'est là que j'ai eu mon premier flash. J'ai été capable d'identifier les enseignants à qui je ne voulais pas ressembler. Puis à partir de cette première journée-là, je me suis dit sans le savoir que j'étais pour faire du vol pédagogique, comme le dit si bien Austin Kleon. J'étais en train d'apprendre à voler comme une artiste. Voler comme une artiste, ça veut dire se coller aux meilleurs, s'inspirer d'eux en espérant que nous autres aussi, on devienne meilleurs. Bien clair, c'est exactement ça. On ne vient pas à Claire pour prendre des photos des murs. On ne vient pas à Claire pour faire une liste d'épicerie. On vient à Claire pourquoi? Parce que c'est un rassemblement de personnes qui sont intéressées à la pédagogie. Puis comme le dirait si bien Marie-André, qui est juste ici en avant et qui vous a parlé hier, j'espère que vous avez pris le temps de voler pédagogiquement, de faire du vol pédagogique, de la documentation pédagogique à l'aide de tous les outils que vous aviez en poche. J'espère que vous avez rencontré des gens qui sont intéressants et que ce vol pédagogique-là que vous avez fait à Claire, bien, vous allez le ramener chez vous, pas pour le plagier, pour vous l'approprier et faire en sorte que votre milieu devienne meilleur. Ce que je ne savais pas en me mettant à voler comme une artiste, c'était que j'étais en train de construire mon arbre généalogique pédagogique. Mon arbre généalogique biologique, celui-là, j'en ai hérité. Je ne pouvais absolument pas m'en débarrasser. Mais ici, tous et chacun, notre arbre généalogique pédagogique, on choisit ce qu'il va y avoir dedans. Le mien, il a commencé tout petit. Il y a moi, il y a eu mon père. C'est moi, à partir de ce canevas-là, qui a décidé après de quelle façon est-ce qu'il était pour grandir. Mais je vous ai un peu menti tantôt. Il n'y a pas juste des profs dans ma famille. En fait, si on était dans Astérix et Obélix, je vous dirais que quand est venu le temps de choisir nos carrières, il semble que dans ma famille, il y avait seulement 2 options qui étaient possibles. Soit s'en aller en santé, soit s'en aller en éducation. Je vous le dis tout de suite, on a des sujets intarissables de conversation, ma famille et moi, parce que, imaginez-vous, on peut parler des bobos de tout le monde, des devoirs, des leçons et des examens, et on vient d'animer notre soirée. Mais ce que j'ai réalisé avec la partie de ma famille qui travaille en santé, c'est que dans tous les milieux, il y a des contraintes. Et embrasser une profession, quelle qu'elle soit, c'est aussi embrasser ses contraintes. Une des premières contraintes que l'on rencontre en tant qu'enseignant, c'est la contrainte de temps. Mais cette contrainte-là est universelle. À moins d'être malade, on dispose chacun de 24 heures dans une journée et c'est à nous de décider de ce que l'on va faire avec. Je suis ici aujourd'hui, puis j'aurais envie de vous glisser un mot par rapport à la conciliation travail-famille. Parce que souvent, quand on sort de Claire, on est crinqué, on veut tout changer. Puis on a des familles. Puis peut-être que même moi, à la maison, présentement, j'ai mon chum Olivier qui fait en sorte que ce soit possible pour moi d'être ici, qui est toujours en arrière de moi puis qui me supporte. Pourquoi? Parce qu'il a réalisé que, fière descendante d'une lignée pédagogique, bien, la pédagogie, j'aimais ça. Le temps. Au printemps dernier, Hélène Cormier, malcommode sur Twitter, et soit dit en passant, son pseudo sur Twitter ne la représente pas du tout, nous a proposé de relever le défi suivant. Une première prise de risque pédagogique pour moi, qui est plus ou moins à l'aise devant les caméras. Elle nous a demandé de relever le défi du premier volet francophone de l'événement #MADPD, Maths Développement Professionnel. C'était 15 minutes sur YouTube en ligne, on se filmait et ensuite de ça, YouTube Live, on avait un 15 minutes de réponse de questions. Et je ne savais pas dans quel doigt est-ce que j'étais en train de mettre l'engrenage. Parce que, avec Hélène, j'ai décidé de prendre le sujet suivant, le droit à l'erreur.
Et dans ma conférence, dans mon 15 minutes, j'ai posé la question suivante. Est-ce que mes élèves ont le temps de faire des erreurs? Est-ce qu'il y a du temps dans mon agenda pédagogique pour que mes élèves fassent de l'erreur? La conversation a tourné autour de ça, mais ça n'a pas été ça le moment le plus intéressant. Le moment le plus intéressant est venu dans la discussion ensuite. Et c'est là qu'Hélène a prononcé une phrase que je retiens encore aujourd'hui. Accorder du temps à quelque chose, c'est lui accorder de la valeur. Je suis ici aujourd'hui à Claire. Je fais une conciliation travail-famille. J'accorde du temps à ma vie professionnelle parce que c'est important pour moi. Claire n'a pas toujours été claire. Si vous avez pris du temps pour parler avec Roberto, si le laboratoire a l'air de ce qu'il est, c'est que des êtres humains lui ont accordé du temps. Et ça, au-delà des contraintes matérielles. Je vous encouragerais peut-être maintenant à faire ce que mes collègues et moi, France et Benjamin, on demande souvent à nos profs de faire quand il est le temps de changer leur pédagogie. Faites du désencombrement pédagogique. Systématiquement, chaque fois qu'on donne une formation, il y a toujours quelqu'un qui lève la main et qui nous dit « Oui, mais moi, je n'ai pas le temps. » Et inévitablement, notre réponse est toujours la même. Le temps, on ne l'invente pas. Vous allez peut-être devoir prendre votre agenda, le désencombrer, enlever tout ce que vous traînez comme un boulet pour être capable de laisser de la place à ce que vous croyez vraiment. Parce que accorder du temps à quelque chose, c'est lui accorder de la valeur. J'ai décidé d'accorder du temps pour monter la conférence. Ça a été pour moi toute une prise de risque. J'ai décidé d'accorder du temps à MadPD, mais je me suis donné le droit à l'erreur. Oh, je ne vous le cacherai pas, là. Les hamsters roulaient. Mais pour quelle raison est-ce que j'ai accepté ça? C'est sûr et certain que l'Internet va planter. Je ne serai pas coiffée comme il faut. Bref, là, j'avais, comme Benjamin me l'a si bien dit hier, puis je le pointe, mon terroriste émotionnel qui me parlait au-dessus de l'épaule. J'avais mon saboteur pour me dire que je ne serais pas assez bonne, pas assez fine, pas assez capable. Mais je vous le dis, prendre des risques, c'est se permettre de se grandir. Mais avant d'être avec vous ici aujourd'hui et de relever le défi que Jacques m'a donné, je dois vous dire que je suis passée à travers toute une strate d'émotions. Quand on m'a demandé de prendre le risque de venir vous parler le samedi matin, lendemain de veille en plus pour la plupart d'entre vous, je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça vaut la peine que j'investisse du temps? Je ne suis pas connue, moi, Maud Lamoureux, personne ne sait c'est qui. Les gens vont vraiment se lever pour venir m'entendre. Mais je me suis dit, wow, quelle opportunité! Même s'il n'y a personne dans la salle, c'est sûr et certain que je grandis. Le temps a commencé à faire son œuvre. Ouais. Je savais que ce ne serait pas si facile que ça, hein? OK. Finalement, c'est pas mal de boulot, hein? Mes voisins à Blainville m'ont vu jogger puis me parler tout seul en répétant ça. Il y en a une couple qui doivent se dire, elle a cherché, elle a interné là, ça n'a pas de bon sens, elle se parle tout seul en courant. Dans quoi je me suis embarquée? Et là, chaque fois que je me sentais comme ça, je pouvais toujours compter sur France, qui est ma partenaire de char, vraiment ma partenaire de char, parce que les récits du privé, on se déplace beaucoup pour me crier « Hey! Reprends-toi, tu vas aller faire la révolution! » Genre, ouais, révolution. Faudrait bien que j'arrive déjà à faire quelque chose. Et là, je m'en voulais. Mais il y a eu pire. Il y a eu ça. Ça, je vous en reparle tantôt. Ça a mérité une diapositive complète. Sauf qu'après, on le dit tout le temps, quand on touche le fond, on peut juste remonter. L'important, ce n'est pas le résultat, c'est le processus.
Ceux qui sont venus parler avec moi tantôt, je me le répétais comme un mantra. Ah, l'important, c'est le processus. On n'a pas envie d'avoir l'air fou sur la scène, mais déjà, de m'être rendu là, j'avais appris quelque chose. Puis présentement, le dernier clic, ben, c'est avec vous que je le vis. Le dernier clic, c'est ça. Je suis dedans, go, 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 je suis plongée, puis de toute façon, il n'y a pas de coming back. Je ne peux pas sortir de la scène puis m'en aller. Alors, je vais le mener jusqu'au bout. 4 heures, merci. Mais avant de relever le défi du temps présent, je vous en ai parlé du fameux 4 heures du matin, puis je me suis rendu compte que ça ne s'appliquait pas juste à ce que je suis en train de vivre avec vous. Ça peut s'appliquer à tous les défis qu'on décide de relever. Le fameux 4 heures du matin. Je le dis à la blague, mais hier, j'ai vécu ma dernière non-nuit des dernières semaines. Je n'ai pas de bébé chez nous qui me réveille là. Mais pendant ce temps-là, à 4 heures du matin, je me rappelais avoir été assise juste ici en arrière et d'avoir entendu Margarida Romero dire les paroles qu'Audrey Miller vous a sorties hier. Il faut apprendre à tolérer l'ambiguïté. Là, je me disais, ouais, c'est bien beau le dire, il faut le faire maintenant à la grande. OK? Je me le rappelais comme un mantra. Je me rappelais aussi les paroles du monsieur qui est là en train de rire, Marius Bourgeois. Inconfortablement inconfortable. Ben oui, c'est ça. Ah, bravo la grande, il est 4 heures du matin, tu es encore debout. Mais ce que je réalise, c'est que chaque fois qu'on va à un événement, on accroche des petits bouts, des bouts de phrases. On note ça dans un cahier, comme je l'ai fait assise à l'arrière, puis on ne sait jamais quand est-ce qu'on va les ressortir. Mais tout ça, ça fait partie de notre arbre généalogique pédagogique. Ce sont des branches que l'on fait grandir. Il y a des graines que l'on sème qui finissent par pousser au moment où on s'y attend le moins. Et puis, il ne faut pas oublier ça. C'est que pour s'améliorer, il faut bien partir de quelque part. Si je veux un jour arriver à donner une conférence qui a de l'allure, à être un peu moins confortablement, à être plus confortable sur une scène, bien, ça ne viendra pas tout seul. Je dois me pratiquer. Puis je vous remercie parce que mon point de départ en conférence, c'est avec vous que je le vis ce matin. Puis je me donne le droit à l'erreur. Merci. Merci. Et Claire, c'est la même chose. Quand je suis venue ici la première fois, j'ai été complètement soufflée. Je me disais, mais on n'y arrivera jamais. Mon école est tellement loin. Mais Claire, elle a eu, elle aussi, son point de départ. Parce que si on est ici maintenant, c'est qu'on vient de quelque part. La première fois que je suis venue à Claire, je suis arrivée ici amenée de mon appareil photo, un gros Kodak, parce que ma documentation pédagogique n'était pas très efficace à l'époque. Un gros Kodak. J'ai arpenté les lieux, je parlais à personne, et dans ma tête, là, j'avais une liste d'épiceries que je ramenais à mon directeur. « Watch-toi, le grand, t'as permis que je vienne ici, on va ramener des idées. » Mais je n'avais pas compris. J'avais rien compris, en fait. J'avais tout pris en photo. Je suis allée m'asseoir avec Roberto. Je suis convaincue qu'il ne s'en rappelle pas. Et je l'ai parasité pendant une dizaine de minutes. Comment est-ce que ça se passe? Qui gère les élèves? Comment est-ce que vous suivez leurs travaux? Qui fait quoi? Et il a répondu à toutes mes questions en étant tellement patient, malgré le fait qu'il y avait des dizaines de visiteurs qui bourdonnaient autour de lui. J'ai entendu tout ce que Roberto m'a dit, mais je n'ai rien écouté. Parce que Claire, ce n'est pas dans la liste de matériel. Claire, c'est dans les gens. Puis France, ma collègue et moi, on en parlait. L'année dernière, alors qu'elle n'était pas encore ma collègue, quand elle est rentrée à son école, la première question que le directeur lui a posée, c'est quoi? Puis, qu'est-ce qu'il faut qu'on aille acheter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Puis elle lui a répondu de façon certaine, il n'y a rien à acheter, mais il y a une chose à faire, c'est d'envoyer plus de gens pour les contaminer. Puis hier, j'étais nerveuse. Je ne les ai pas salués comme elle se doit, ses anciennes collègues.
Je ne sais même pas si elles sont ici ce matin, mais elles sont nombreuses, elles sont 6 cette année. Et c'est justement ça, elles ont compris. Parce que Claire, c'est plus qu'un Fab Lab. Un Fabrication Lab. C'est pas juste dans le matériel. En fait, Claire, c'est pas un Fabrication Lab. Puis maintenant, comme conseiller pédagogique récit, alors que je dois aider des écoles à en monter, je l'ai vraiment compris. Claire, c'est un fabuleux laboratoire. C'est un fabuleux laboratoire. Pourquoi? Parce que c'est un espace de tous les possibles. Et ça passe pas juste par la couture, les robots et tout. C'est un endroit où on nous accorde du temps pour créer et pour s'exprimer. Alors, quand je suis repartie l'année dernière de Claire, j'avais compris. Et ce dont on a besoin pour avoir un fabuleux laboratoire dans notre école, ça ne se commande pas avec un bon de commande. On ne peut pas aller magasiner ça, cocher, puis on n'est pas capable de faire une soumission pour ça. Ça demande une chose. Un terreau neurologique fertile. Mais, il y a plusieurs enseignants qui vont vous le dire. On a l'impression que l'école tue la créativité des élèves. Puis les dernières semaines, je suis tombée sur cet article-là dans la revue Empowered Learner de ISTE, et c'est un article de Nicole Kruger. Unleashing Every Genius. Libérer le génie créatif. Mais c'est le sous-titre qui a attiré mon attention. Creative genius isn't rare, but conditions that nurtures it is. Alors, le génie créatif n'est pas rare, mais les conditions dans lesquelles il peut pousser, il peut grandir, il peut se développer, ça, c'est rare. Et dans son article, elle développait 4 aspects que les enseignants qui arrivent à susciter ça chez leurs élèves, à faire en sorte que le génie créatif émerge, voici 4 choses qu'ils avaient. Et d'un, ces enseignants-là prennent eux aussi des risques. Ils sont capables d'exprimer leur créativité. Les profs du secondaire m'aimeront pas. Ils travaillent de façon interdisciplinaire. Ça fait mal. Pourquoi? Parce qu'on va devoir accorder du temps pour se parler. On va devoir désencombrer pédagogiquement son agenda. Et en plus, on va devoir co-enseigner. Et boy! Ça demande une autre chose aussi. D'ancrer dans le réel le plus possible les apprentissages. Un espace créatif de tous les possibles, un fabuleux laboratoire, et ils prennent des risques. Je vous l'ai dit tantôt, si vous voulez un laboratoire créatif, si on veut voler l'essence de Claire, on doit se rappeler d'une chose. On a besoin d'un terreau neurologique fertile. C'est de ça dont on a besoin, bien plus que de matériel. Les beaux malaises pédagogiques. Combien de fois, puis je suis convaincue que ça vous est déjà arrivé, parce que quand on parle de créer un environnement comme celui d'un laboratoire fabuleux, combien de fois est-ce que ça nous ramène à nos valeurs pédagogiques? Dans les dernières journées, combien de fois avez-vous parlé des contraintes de votre milieu et surtout des valeurs qui l'habitent? Et là, on en vit des malaises. On est dans ce que j'appelle nos beaux malaises pédagogiques. On se compare, on se désole, on essaie de se consoler tantôt quand on va retourner sur la route, mais je pense qu'au contraire, on doit prendre ces beaux malaises-là pédagogiques et faire quelque chose de positif avec. Parce qu'ils nous permettent une prise de conscience. Quand on n'est pas bien avec quelque chose, c'est ça qui va nous forcer à changer. Est-ce que les contraintes de votre milieu qui vous empêchent d'avoir un fabuleux laboratoire, est-ce qu'elles sont réelles, c'est-à-dire peut-être imposées par le ministère, imposées par la loi? Ou est-ce qu'elles sont peut-être culturelles? Ici, c'est de même qu'on fait ça.
Ben, ici, on n'a jamais fait ça. Ben, ici, il est peut-être temps qu'on fasse autre chose. Alors, les beaux malaises, Alors, ces beaux malaises-là pédagogiques, je pense qu'on doit les saisir, aller chercher leur ADN, puis au contraire, se demander qu'est-ce qu'on peut faire avec. Mais c'est facile. C'est très, très facile de perdre de vue tout ce qu'il y a à faire. On peut facilement se sentir un petit peu démuni. On a l'impression de retourner dans nos milieux et on a l'impression d'être David comme Goliath. Si le Dalai Lama était ici aujourd'hui, oui, ni plus ni moins que le Dalai Lama, il vous dirait cette petite phrase-là. Avez-vous déjà essayé de dormir dans une tente fermée avec un moustique? Impossible. Alors moi, aujourd'hui, j'ai décidé de vous encourager, oui, à voler comme un artiste, mais également à voler comme un moustique. Tout ce qui vous fatigue, quand vous vous sentez comme David contre Goliath, adoptez la théorie du moustique. Allez piquer, allez fatiguer, bourdonner, achaler les gens pour faire en sorte que ça pique, que ça gratte, puis qu'ils se rappellent tout le temps que vous avez des idées, que vous vouliez changer les choses et que vous êtes là. Bref, volons comme des moustiques. Et il y a une belle balise qui est démarrée depuis 2 jours, la balise de Claire. Allez y déposer vos bourdonnements, parce que si c'est difficile de dormir dans une tente avec un seul moustique, imaginez-vous de dormir avec plus de 300 moustiques dans la tente. Ça devient une vraie plaie. Ouf! Je vous ai parlé du web. On va aller faire les moustiques sur le web, mais on va aller le faire de façon positive. Des contraintes dans nos milieux, il va toujours y en avoir. Je vous ai parlé des contraintes de temps, je vous ai parlé des contraintes d'organisation aussi. Mais nos arbres pédagogiques, il faut aussi leur faire attention. Parce que dans notre pratique, on peut rencontrer des vampires. En pédagogie, les vampires, je vous le dis tout de suite, ils n'ont pas le teint blême. Ils n'ont pas des longues dents, mais ils sont là pour sucer notre temps. Ils sont là pour sucer nos énergies, puis ils sont là pour nous décourager. Ils sont vraiment là pour nous vampiriser. Puis le danger avec ça, comme mon patron Normand en a parlé hier, c'est qu'ils pullulent sur le web. À l'autre extrémité des vampires, on va trouver ce que j'appelle les évangélistes. Les évangélistes sont là, non pas pour partager, pour propager la bonne nouvelle pédagogique, mais ils sont là sur le web pour une seule et unique raison, partager leur bonne nouvelle. Dire « Amen ». Voici ce que moi je pense. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a aucun esprit critique. Alors souvent, se retrouver entre les vampires qui nous prennent tout notre temps, toute notre énergie, et se retrouver de l'autre côté à devoir essayer de répondre à des évangélistes, c'est pas facile. Pourquoi? Ben parce que on peut rapidement se retrouver avec un arbre généalogique pédagogique qui est complètement envahi par tout ce qu'on peut trouver sur le web. Ben moi, le mien, j'ai choisi de le protéger. Et, pour reprendre les propos de Benjamin, chaque fois que je vois quelque chose, j'essaie toujours de combattre ce que j'appelle mon fake news pédagogique, d'appliquer le filtre de l'esprit critique. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça correspond à mes valeurs? Est-ce que ça vaut la peine que je m'embarque dans ce changement-là? Le changement. Il y a le temps, il y a les contraintes matérielles, il y a les vampires, il y a les évangélistes. Une fois qu'on s'est retrouvé dans tout ça, on peut être convaincu d'être dans la bonne voie. Et là, je vais vous citer, oui, un acteur d'Hollywood, Will Rogers, Rest in Peace, Will Rogers, qui disait toujours dans ses films western, « Even if you are on the right track, if you just sit there,
you'll get run through it. Et je pense que c'est un peu ça qui est dangereux avec Claire. Oui, je suis en train de vous faire une mise en garde par rapport à Claire. Et cette mise en garde-là, je me la fais aussi. On est ici, on est convaincu, on est engagé, on est certain d'être dans la bonne voie. Mais le problème, c'est que si on s'arrête en plein milieu, on va se faire ramasser puis frapper. C'est sûr qu'on ne peut pas rester là. Alors, même quand on est dans la bonne voie du changement, il faut toujours demeurer en action. Mon père est aujourd'hui conseiller pédagogique à la retraite et il m'a toujours dit, tu sais quoi, Maude? J'en ai tellement corrigé des copies de français que si la pédagogie avait été là pour m'aider, c'est sûr et certain que j'aurais foncé tête baissée. Vous devez savoir que j'ai grandi dans une maison où les piles de corrections de production écrite s'accumulaient. Puis pour tromper l'ennui, mon père en mettait un petit peu partout dans la maison. Il passait d'une pile à l'autre, vue sur le jardin, vue sur la rue, vue sur la table, je jase avec ma mère pendant qu'il était en train de faire à manger. Mais ma sœur et moi, on adorait ça. Parce que pendant que mon père était occupé avec sa pile un peu partout en arrière de la maison, elle et moi, on faisait semblant de corriger. On le savait qu'on faisait juste semblant de corriger. Mais notre matière première, elle, était bien réelle. On allait shipper une coupe de copies et là, gaiement, on prenait les crayons rouges et on y allait. On l'a fait souvent. On l'a fait souvent. Mon père, Snowbird en Floride, pourrait vous en témoigner. Et s'il est sur Twitter ce matin, il va peut-être le faire. Il n'a jamais dû s'excuser à un élève de remettre une copie sur laquelle du café avait été échappé, mais des barbouillages d'enfants, des A, des B, des C, des D donnés pour n'importe quoi, ça, il a dû le faire souvent. OK? On a beaucoup joué avec lui. Mais je suis conseillère pédagogique, et si mon père revenait dans sa pratique et il me disait « Maude, j'ai besoin que tu me donnes un coup de main, aide-moi à partir avec le numérique », je vais être franche avec vous, je ne saurais même pas quoi lui dire. C'est ma job. Pourquoi? Parce que mon père devrait trouver son fil d'Ariane. Qu'est-ce qu'il doit changer dans sa pratique? Puis tant qu'on n'a pas trouvé ce fil d'Ariane-là dans notre développement professionnel, par quoi est-ce qu'on peut changer? Par quoi est-ce qu'on peut commencer par changer? Par contre, on a l'impression de vivre un vertige. On a l'impression qu'on regarde en dessous de nous et que tout est à faire, qu'on ne sera jamais capable de passer au travers. S'engager dans du développement professionnel, c'est tout un parcours. Et si je ne me lancerais pas à gravir cette montagne-là de façon aléatoire, sans un entraînement qui a de l'allure, j'irais pas monter une montagne au feeling. Bien, j'ai décidé que mon développement professionnel, je le traiterais de cette façon-là aussi. Je devrais demander à mon père de se faire un plan de match. Parce que comme le dirait Ed Visters, qui est un célèbre alpiniste, l'important quand on décide de changer, c'est pas nécessairement de se rendre au sommet, c'est d'en revenir. Et on a des contraintes de temps. L'important, c'est pas de tout changer puis de se retrouver en burn-out. L'important, c'est pas de chercher à tout vouloir changer en pédagogie puis de laisser nos familles complètement de côté. L'important, c'est d'organiser son développement professionnel. C'est aussi apprendre à profiter du chemin parce qu'on veut en revenir. Quand il est question de numérique, j'ai décidé de m'appliquer un filtre. Et pour savoir si je m'engage dans ce changement-là de façon numérique, j'ai volé la diapositive, le Triple E de Lise Kolb. Si vous le cherchez sur Internet, vous allez le trouver. Avant d'intégrer un nouvel outil pédagogique dans ma pratique et de lui appliquer le Triple E, je me pose tout d'abord la question suivante. Est-ce que ça correspond à mes valeurs pédagogiques? Je me pose ensuite la deuxième question suivante. Est-ce que ça va permettre à mes apprenants de mieux apprendre et ça de façon bienveillante? Et si j'en arrive à avoir répondu de façon positive à ces deux premières questions-là, s'il est question de numérique, j'applique le triple E.
Est-ce que ça permet d'enrichir ma pratique? Est-ce que c'est un plus, une valeur ajoutée? Est-ce que ça permet de l'étendre, d'abattre les murs de la classe? Et dernièrement, est-ce que ça permet d'engager mes élèves? Si j'arrive, après ce premier filtre critique-là, à répondre oui, oui et oui, je vais plus loin. Parce que j'ai en tête une seule chose, la réussite scolaire de mes élèves. Le temps, je vous l'ai dit, on court toujours après. Puis cette année, mes collègues et moi, oui, je te regarde. Sauve-toi pas. On a décidé de courir après la bonne fatigue. Parce qu'on finit tous nos journées fatiguées, on a tous eu des grosses journées, mais j'ai décidé de courir après la bonne fatigue. Puis pour y arriver, il n'y a pas de secret. Chaque jour que je m'en vais travailler, je m'en vais au spa. Et le spa, qu'est-ce que c'est? Ben, je l'ai volé. Le spa, je l'ai volé d'un enseignant qui enseigne à Harvard, Tar Ben Sahar. Il est spécialisé en leadership éducationnel. Alors, tous les jours que je m'en vais travailler, je dois au moins me retrouver dans une de ces trois sphères-là. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que j'ai du plaisir? Je peux être franche avec vous. Avant d'embarquer sur la scène, je n'étais pas dans ce rayon-là. Et est-ce que ça me permet de mettre en valeur mes atouts? Non pas les attributs physiques, soit dit en passant, mais mes atouts pédagogiques, les forces que j'ai développées. Est-ce que ma classe peut devenir mon fabuleux laboratoire pédagogique? Parce que je vais y prendre du plaisir. Claire, c'est aussi des grandes conférences. Audrey vous en a présenté plusieurs hier. Mais en 2013, Sébastien Stas soulevait une grande question. Demain, point d'interrogation, redéfinir l'apprentissage à l'ère de l'immortalité. Mais dans sa conférence, Sébastien soumettait les questions suivantes. Où serez-vous dans 10 ans? Moi, assurément dans la cinquantaine, mais j'espère, à l'heure que je serai dans la cinquantaine, encore plus prête à prendre des risques pédagogiques. Et j'aurais envie de vous donner ce défi-là. Projetez-vous dans 10 ans. Donnez-vous un défi que vous aimeriez vous avoir vu relever. Et si dans 10 ans, vous êtes pour être à la retraite, comment est-ce que ce passage-là va se passer? Comment allez-vous finir vos dernières années? Vers quoi évolue votre vision, votre processus de l'apprentissage? Êtes-vous prêt à l'inconnu? Ces questions-là ont été posées en 2013. J'aurais carrément pu les lui voler, me les approprier, les mettre sur la diapositive et on n'y aurait vu que du feu. Et ce n'est pas parce qu'on n'y a pas répondu à ces questions-là, c'est qu'elles sont toujours d'actualité et elles le demeureront toujours. Donc, j'ai choisi de répondre à celle-là. L'école de demain, c'est d'abord accepter que vous et vos élèves devez sans cesse apprendre et revoir vos pratiques. Et à ce sujet-là, je fais un dernier coming out. J'ai décidé que je serais une éternelle apprenante. Ah, ça, je le savais. Je suis conseillère pédagogique, on passe notre temps à lire. Je savais que je serais une éternelle apprenante. Mais je rajoute le dernier adjectif. J'ai décidé d'être une éternelle apprenante amateur. Et amateur dans le bon sens du terme. Pas qu'il ne sait pas ce qu'elle est en train de dire. Pas ça. Un amateur, c'est une personne qui aime profondément quelque chose. Et j'ai décidé que je serais une éternelle apprenante amateur, donc que j'essaierais de toujours garder du plaisir alors que je suis en train d'apprendre. Mon développement professionnel, c'est comme ça que j'ai décidé de gérer.
être une éternelle apprenante amateur, si vous fréquentez les bureaux de la FIP, la FEP, notre quartier général, vous allez entendre Normand Brodeur, mon patron, vous dire ceci. Maude, être une éternelle apprenante amateur, c'est travailler en evergreening. Ton arbre généalogique pédagogique est sans cesse en train de se renouveler, est sans cesse en train de devenir meilleur. Les feuilles tombent, on se trompe, mais c'est pas grave, ça va repousser. Mais les choses ont changé. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais jeune, si on me demandait de faire un travail de recherche, les enseignants consacraient beaucoup de temps à nous organiser. Je vous ai parlé de ma conciliation travail-famille. Bien, moi, j'accompagne mes enfants dans leur conciliation travail-études. La personne que vous avez sous les yeux, c'est ma fille Mathilde. Elle est en secondaire 2 et ce que vous voyez présentement, c'est sa période de devoir. Je n'ai plus à me déplacer pour aller la reconduire chez son amie pour qu'elle fasse des travaux. Elle ouvre simplement sa tablette, démarre une application pour faire une visioconférence, sort son Chromebook et s'installe. Jamais j'aurais pensé devoir accompagner mes enfants là-dedans. Mon chum, allô Olivier, soit dit en passant, est très heureux que dans mon profil professionnel, ça cadre. Parce que lui, pour le moment, je suis en train de le formater pour qu'il demeure un éternel apprenant amateur en numérique parce qu'il est complètement largué par ses enfants pour le moment. On parle de citoyenneté numérique. Olivier Diens, si jamais vous l'avez déjà écouté dans ses conférences, va toujours faire le parallèle entre le sublime et la terreur. Moi, j'ai décidé que la terreur, elle n'entrait pas chez moi. J'ai décidé d'accompagner mes changements dans le changement numérique et, par rapport à la citoyenneté, ISTE a ajouté dans son statut avec les standards que l'on devrait faire avec les élèves en développement de la citoyenneté numérique, dans les derniers mois, a ajouté une nouvelle petite case à leur poster qui est très intéressant et que vous pouvez aller télécharger sur Internet. Et cette dernière case-là, je vous l'ai présentée. On devrait donner, en tant qu'éducateur, pas juste des mises en garde, pas juste de la prévention en citoyenneté numérique. On devrait les accompagner aussi. On se donne le droit à l'erreur. Bien, l'école devrait donner aussi aux élèves des possibilités d'essayer de devenir de bons citoyens numériques. Et ce n'est pas facile. Mais quand je vois ceci apparaître dans mon fil Instagram, j'ai chaud au cœur. Ce que vous avez sous les yeux, c'est Phil Borlé. Demandez-lui pas d'être ami sur Instagram, il va vous dire non. C'est mon fils, on a mis des paramètres. Mais j'ai vu ça apparaître. On laisse tomber les fautes de français, je ne l'ai pas corrigé, parce que ce que vous devez savoir, c'est que je ne fais pas à mes enfants ce que mon père me faisait. Dès qu'on lui donnait une carte d'anniversaire, oui, on corrigeait la carte. Ma mère était folle de rage. Merci à mon club de vélo pour toute cette belle saison. Bien, j'en ai fait une capture d'écran de ça il y a des mois. Mais ce dont je ne vous parle pas, c'est que Félix est en 6e année. Puis quand il est venu me voir et il me dit « Maman, j'ai envie d'un fil Instagram », je me disais « Mais tu vas faire quoi avec? Tu as 12 ans. » Et là, j'ai travaillé en prévention. J'ai passé des semaines, pas à le surveiller, à le watcher sur Internet. Jusqu'au jour où j'ai vu ceci apparaître. J'ai été fière de lui. Mon arbre généalogique pédagogique, ben maintenant, il ressemble à ça.
Puis j'ai réalisé que mon arbre généalogique pédagogique, finalement, ce n'est pas un arbre, c'est une mangrove. Je suis devenue la somme de tout ce que les personnes que j'ai rencontrées au niveau pédagogique m'ont inspiré, m'ont donné, et ça ressemble maintenant à ceci. Puis j'ai réalisé que rien ne se perd, rien ne se crée. J'ai réalisé qu'en étant une amateur apprenante éternelle, j'étais en train de travailler en bêta perpétuel, comme le dirait Jacques Cole. J'ai réalisé que jamais j'étais pour lâcher. Puis aujourd'hui, bien clair, j'espère que c'est un peu ça pour vous. J'espère que vous allez en retenir 2 symboles. Celui du bêta perpétuel, mais aussi celui-là, le point de départ. Je peux déposer ma télécommande parce que j'ai presque terminé. J'adore le mot départ. Aujourd'hui, on va partir. On va retourner chez nous. Mais le point de départ, ça veut aussi dire le commencement de quelque chose. Vous allez prendre le départ pour Claire, de Claire, mais ça va être votre nouveau point de départ de quelque chose d'autre. Puis je vais me permettre de terminer en regardant la caméra, parce qu'il y a une personne dans ma famille dont je ne vous ai pas parlé. Je n'ai pas 2, mais j'ai 3 enfants. Zach, c'est à toi maintenant que je passe le flambeau. Tu as 19 ans, et puis au cégep, il y a 2 semaines, tu as rempli toutes tes demandes pour l'université. Tu viens d'une lignée de profs. Ton père est prof, ta mère est prof, ta belle-mère est prof. Mais là, maintenant, c'est à ton tour. Fais ton parcours. Aie du fun en enseignement, parce qu'on sait tous que c'est la seule chose que tu as mise sur ton application à l'université. Et aussi, ton arbre généalogique biologique, lui, t'en as hérité. Ton arbre généalogique pédagogique, ça va être à toi de planter les prochaines graines dans les prochaines années. Développe-le. Puis je vais te souhaiter, dans les premières écoles qui vont t'accueillir, de trouver des jardiniers qui vont t'aider à s'en occuper. Bref, je te souhaite un bon succès et puis bienvenue dans la relève. Merci. Bonne fin de journée. Hein? Merci, c'est fait. C'est fait. Merci. Je suis pas très à l'aise. Pas confortable. Vraiment pas bien. Maude, merci. Non seulement as-tu trouvé des souliers à ta pointure, Oui, j'ai marché dessus beaucoup aussi dans la conférence. mais tu les portes tellement bien. Et Merci. sais-tu quoi? On a envie de marcher avec toi. Merci. 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 Ici. Avec l'aide de mon ami Nelson, s'il y a des commentaires ou des réactions, on peut en prendre quelques-unes maintenant. Donc, quelqu'un aimerait réagir ou commenter ce qu'on vient d'entendre ici? Moi, je reste plus longtemps. Tu peux-tu la refaire encore? Va regarder sur YouTube, OK? Moi, je vous l'ai dit, j'ai shotgunné le divan en arrière de mon coucher. À 4 heures du matin pendant des semaines, là, je manque de dodo. Non, merci, c'est gentil, Mira. OK, en arrière, là-bas. Oui. Bonjour, Maude. Moi, je suis responsable du programme d'insertion professionnelle des nouveaux enseignants en Ontario. Puis, ton vidéo, ton YouTube, on va l'utiliser parce que je crois que nos nouveaux enseignants ont besoin de réfléchir à leur généalogie ou leur volet pédagogique. Fait que je te remercie. On est plusieurs de l'Ontario aussi. Il y a plusieurs mentors
Puis je leur demande de partager la vidéo parce que ça vaut la peine de prendre le temps. Quand on prend du temps pour soi, je pense que c'est parce qu'on s'apprécie aussi. Merci. Merci beaucoup, c'est gentil. De ce côté ici, Oui. au fond de la salle, là-bas, Oui. le long du mur. Moi, Maude, je ne reviendrai pas sur toutes les ici sur Ah toutes oui. les pistes de réflexion que tu as suscitées lorsqu'on t'écoutait. Je veux simplement te dire que je suis très impressionnée par ta performance, je vais l'appeler comme ça. J'ai rarement vu quelqu'un avec une mémoire extraordinaire, aucune note, et je tiens à te le dire, je pourrais revenir sur les belles choses que j'ai retenues, mais c'est la personne, c'est à elle que je m'adresse. Tu étais impressionnante et bravo. Merci. Merci, c'est gentil. Si je peux me permettre de répondre à ça, il y a comme une ligne que j'avais écrite, que je n'ai pas dit. Quand je suis rentrée dans mon développement professionnel, la façon dont j'ai été accueillie par une personne très bienveillante qui s'appelait Sœur Madeleine. Mais quand j'avais des... Oui, ils rient déjà parce qu'ils savent ce que je vais dire. C'est que quand j'avais des difficultés dans l'école, jeune enseignante, je fermais la porte et que j'allais en parler, on me répondait toujours la même chose. Maude, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Je peux vous dire que je sortais de son bureau, là, je me retroussais les manches puis je roulais des yeux en voulant dire « OK, show must go on ». Et puis, c'est pas facile de démarrer comme enseignant. Puis, ben, si ça peut inspirer des jeunes qui veulent y aller, ben go, mais c'est un beau métier. Comme ça. Peut-être une dernière intervention? Eh bien, je vais la prendre, Merci. la dernière intervention. Maude, merci encore une fois et attention, c'est lourd. Attention, c'est lourd. Merci. Merci encore. Je vous souhaite un bon point de départ de Claire.